Bien, aujourd'hui, on va prendre en compte comme philosophe Kierkegaard et psychanalyste Freud. On va mettre en parallèle ces deux grands penseurs sur la base d'un concept très particulier qui est l'angoisse. Kierkegaard est un des premiers philosophes à s'arrêter, à traiter, à développer, à analyser l'angoisse. Et on sait très bien que Freud aussi portera ce concept au centre de la psychanalyse. C'est un concept, pour l'un comme pour l'autre, très particulier parce qu'il n'a pas de représentation. Il se réfère à un vide, il se réfère, d'un point de vue même de description phénoménologique, à l'attente de quelque chose d'indéterminé. Ce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et un objet particulier n'est pas présent. Ce qui permet de faire une distinction, ce que va faire d'une façon très explicite Freud, la différence entre angoisse et peur. Pour Freud, l'angoisse n'a pas un objet particulier, alors que la peur, oui. Et l'angoisse est, d'un point de vue phénoménologique, l'attente, sous un contexte de peur, de quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Pour l'un comme pour l'autre, pour Kierkegaard comme pour Freud, l'angoisse est un affect. Comme la haine, l'amour, l'angoisse est un affect. Les deux ont une même démarche aussi vis-à-vis de l'analyse de l'angoisse. C'est une démarche scientifique, éthique et dogmatique, très important pour Kierkegaard. Cet aspect, on ne peut pas le retenir chez Freud. Ce qu'on peut retenir chez Freud, c'est démarche scientifique et éthique. En tout cas, déjà, ces deux aspects sont très importants à être soulignés parce que ça reste d'actualité dans le scénario actuel des sciences cognitives, des sciences issues des neurosciences, etc. Où là, il y a seulement l'aspect scientifique, mais pas éthique. La psychanalyse, dès le départ, suit un peu cette même démarche. Je dis entre parenthèses, mais on va mettre l'aspect dogmatique très important pour Kierkegaard qui n'est pas pris en compte par Freud. C'est la démarche scientifique et éthique. Scientifique, et là on le voit dans le même souci de Kierkegaard et de Freud, c'est de souligner comme l'espèce se retrouve dans l'individu et l'individu se retrouve dans l'espèce. Ce que nous allons retrouver comme moment historique important dans une espèce, on va le retrouver dans un individu. Et de même pour Freud. Pour Freud, il avait voulu faire un écrit qu'il n'a jamais publié, qui était sur la phylogénèse et l'ontogenèse. L'ontogenèse, ce qui se passe dans la vie, dans la chronologie, en croissance d'un enfant, eh bien, il reparcourt les mêmes étapes qu'on l'a reparcouru au niveau de l'espèce. Donc l'espèce se retrouve, pour Freud comme pour Kierkegaard, dans l'individu, comme l'individu se retrouve dans l'espèce. L'autre point, donc ça c'est scientifique, le point éthique, c'est que c'est l'individu à revivre ce récit historique. Et Kierkegaard se réfère à ce fameux récit de la Bible, de la Genèse, de l'arbre du fruit défendu. Alors, Freud se réfère aux différents stades qu'on retrouve dans l'histoire de l'espèce humaine. Et Freud, comme pour Kierkegaard, est important aussi que l'individu va après subjectivement vivre d'une façon tout à fait personnelle les différentes étapes. Il va vivre d'une façon différente le stade anal, oral et édipien. Et le point essentiel, un des points essentiels pour Freud, pour Kierkegaard, est le point essentiel qui fait qu'il y a un vécu subjectif de ce récit, eh bien c'est l'angoisse. D'accord ? Et pour Freud, au fil des années qu'il élabore la psychanalyse, l'angoisse deviendra de plus en plus importante, sera au cœur même de l'activité subjective. Voilà, ça c'est déjà un autre parallèle très important, un point commun très important entre Kierkegaard et Freud
par rapport à l'angoisse, c'est que pour les deux, l'angoisse eh bien, est au cœur même de l'activité subjective. Et l'autre aspect dont j'ai parlé, c'est qu'on retrouve un récit structurant, et là on peut évoquer le structuralisme, c'est pour cette raison que Lacan va bien parler d'un Freud, d'un peu de structurel. On peut, dans le domaine de la psychanalyse, retrouver un récit structurant que l'individu devra après habiter subjectivement et va l'habiter avec l'angoisse. Ça, c'est l'autre point en commun. Et l'autre aussi qui apparaît, c'est que pour l'un comme pour l'autre, il ne s'agit pas seulement d'un mythe, simplement d'un mythe. C'est un effet, c'est un récit historique. Donc, c'est un déterminant historique, mais qu'il devient un déterminant subjectif quand il est habité par le sujet, et le sujet va revivre certains aspects. Et cela vaut aussi pour Freud. Freud, il avait parlé de l'histoire de l'Urvater, qui, pour lui, n'était pas un mythe, était un fait historique, que l'individu, après reparcourt au niveau de son vécu personnel. Cela est l'introduction. Maintenant, on va aller un peu plus dans les détails sur une analyse qui concerne l'angoisse. On va commencer par Kierkegaard. Kierkegaard pose deux moments de l'angoisse. Il y a ce moment, comme on voit très bien dans le récit de l'arc du bien et du mal, ce moment où Adam et Ève sont dans la béatitude, dans le jardin de l'Éden, où ils vivent dans un état d'innocence. Dans cet état d'innocence, dit Kierkegaard, eh bien, il n'y a pas seulement le plaisir d'être là, le plaisir de manger, le plaisir de faire des activités dans ce jardin. Il y a également l'angoisse. L'angoisse qui est encore à l'état de original. C'est-à-dire que l'angoisse en tant qu'angoisse de pouvoir, dit, de la liberté du choix, qui est surtout, dit Kierkegaard, cette angoisse autour du pouvoir. Il y a cette ouverture au monde. Donc, dès le départ, dans cet état d'innocence, il n'y a pas une connaissance, il n'y a pas un état d'esprit qui va synthétiser le corps et l'âme, dit Kierkegaard, mais il y a cette appréhension, ce rapport au monde, un rapport direct, d'innocence, qui en soi a déjà cette ouverture au monde qui est ouverture angoissante. Confronté à cet interdit que Dieu dit, tu ne pourras point manger le fruit de cet arbre, mais si tu le manges, tu accéderas à la connaissance du bien et du mal, et tu mourras. Alors, dit Kierkegaard, il se peut que Adam et Ève vont comprendre par l'intonation de la voix de Dieu qu'il y a quelque chose qui doit susciter un peu de peur, mais il n'y a pas de connaissance autour de ça. Il y a donc angoisse, oui, liée au pouvoir, liée à la liberté de choix, de pouvoir choisir, mais il n'y a pas un contenu particulier autour de ce qui pourrait bien faire peur. Quand ils vont choisir, quand Adam et Ève vont choisir de manger le fruit de l'arbre du bien et du mal, là, ils vont accéder à une découverte au niveau de la pensée de la connaissance, au niveau de la finitude qu'on est
fini, qu'on on peut mourir, cette possibilité qui sera une nécessité tôt ou tard de mourir. Et l'autre aspect, c'est, parce qu'on est aussi corps, hein, dit très bien Kierkegaard, il souligne cet aspect-là, ils découvrent leur sensualité, leur sexualité, être homme, être femme. À partir de là, il y a un saut de qualité, l'angoisse se noue autour de ce thème-là, autour du thème de la mort, du péché, parce qu'il y a eu péché, et de la sexualité, de la jouissance. Tous ces thèmes-là, on les retrouve chez Freud. Certainement, il y a, si on va dans les détails, des petites différences, mais on les retrouve chez Freud. Et je répète, la démarche qui est très importante, il y a une analyse voilà, de moments structurants et du moment éthique du vécu. Et on peut aussi extrapoler, on peut faire des va-et-vient, dit très bien Kierkegaard, avec la psychologie. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des moments dans notre propre vie qui vont correspondre à ça. Et c'est ce qui se passe aussi avec la psychanalyse. Il y a une analyse, on va repérer un moment structurant, ce que va faire Freud. Dans ce moment structurant, chaque individu va vivre différemment, va construire différemment, va habiter différemment, va après développer, pour Freud, des problématiques différentes qui seront autour de l'angoisse, hein, du choix de l'activité subjective. Alors, on va passer maintenant du côté de Freud. Du côté de Freud, le moment structurant qui va repérer Freud, et on se réfère ici à le texte le plus complet sur l'angoisse, qui est Inhibition, symptômes et angoisse, il commence par l'Édipe. Hein. C'est le moment où l'enfant entre dans ce grand interdit, tu ne coucheras point avec ta mère, ou pour la fille envers ton père. Et là, Freud va déceler, va analyser pas mal de petites choses. Premier aspect qui nous renvoie à cet aspect de l'innocence de Kierkegaard, c'est que Freud s'intéresse aussi à ce qui se passe avant. C'est-à-dire que si on va, donc l'Édipe c'est entre 4-5 ans, mais qu'est-ce qui se passe avant? Quelles sont les manifestations de l'angoisse avant? Il va arriver jusqu'à un moment que là il donne raison à Otto Rank, hein, il dira que c'est voilà, le prototype de l'angoisse qui est le traumatisme de la naissance. Là, il y a la naissance, on pourrait le voir comme un moment de l'innocence. L'innocence, moment où la connaissance n'est pas encore établie, où la pensée n'est pas encore mise en place. Là, c'est le point en commun. Le point qui n'est pas très en commun, un peu différent, c'est la phénoménologie. C'est-à-dire que pour Kierkegaard, dans ce moment de l'innocence, l'angoisse est tout de même à ces présupposés qui sont en mouvement. Cette angoisse de l'ouverture, cette angoisse de pouvoir. Après le choix, mais c'est de pouvoir. Hein. Alors, pour Freud, le pouvoir n'apparaît pas, mais l'ouverture, oui. Parce que l'angoisse apparaît quand il y a une ouverture, hein, dans ce qui était le schème de protection pour Freud, et l'enfant n'arrive pas à maîtriser toutes ces sensations, là naît l'angoisse. Alors, oui, et ça correspond aussi pour Freud à ce moment, donc, il y a le traumatisme de la naissance, et directement après le traumatisme de la naissance, il y a ce moment que Freud appelait une notion qui a été un peu critiquée, l'auto-érotisme, c'est-à-dire ce moment de béatitude où l'enfant n'a aucune préoccupation et jouit de soi-même. Voilà. Ensuite, Freud va repérer et analyser l'Édipe, le moment crucial qui est structurant, car à partir de là, comme pour Kierkegaard, il y a un saut de qualité, très important, c'est un saut de qualité. Et à partir même de là,
on va, et c'est ce qu'il fait dans ce texte de Symptômes d'inhibition de l'angoisse, repérer les moments avant, hein, par exemple le moment anal où l'enfant fait caca. Là, il y a quelque chose qui sort. Quand l'enfant le vit, ben, c'est pas très angoissant. Il peut avoir des préoccupations et tout. Ou il peut vivre certaines peurs avec une pensée différente qui est, à partir de l'Édipe, rétroactivement, l'après-coup, cette séparation de fait, de partie de soi-même va être vécue comme castration. Alors revenons à l'Édipe, un moment structurant, comment le vit l'enfant. L'enfant va, il va commettre le péché, mais ce n'est pas un péché dans la réalité. Voilà, là, c'est la différence avec Kierkegaard, mais bon, si Kierkegaard parlait aussi de pensée aussi, parce que c'est très compliqué, il passe de moments comme ça, de référence à un moment structurel, à un moment aussi de vécu quotidien où ça se passe continuellement. Hein, donc c'est un peu plus compliqué de faire toujours, d'être trop précis avec la pensée de Kierkegaard. C'est ce qui veut aussi une certaine souplesse et une ouverture. Donc, je disais pour Freud, l'enfant va se retrouver là, donc, face à cet interdit de ne pas, point coucher avec ta maman, et là il va commettre, hein, donc il va commettre le péché, c'est-à-dire il va commettre une fantaisie où il se retrouve avec l'objet interdit. Et là, le péché se commet, donc, surgit une angoisse que là, voilà, c'est par rapport aux représailles, c'est Freud, représailles du côté du père, donc à commettre l'interdit, provoque inévitablement des représailles qui le mettent dans un état de peur, qui vont provoquer le refoulement. À partir de là, le refoulement, c'est ce que se retrouve aussi chez Kierkegaard, l'angoisse va se nouer pour toujours autour de certaines pensées, hein, de certaines pensées qui vont se reconnecter, qui vont se connecter avec les pensées refoulées, va être noué avec le sens de péché, de culpabilité. Lorsqu'on s'approche à certaines pensées, on va se sentir fort coupable. Et d'autres points de Kierkegaard très importants, la mort, hein, cette approche à certaines pensées refoulées qui évoquent l'interdit, préannonce cette possible mort, et finalement, avec la sexualité, avec la jouissance. Bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.